Bonsoir à tous et bienvenue à ce 27e épisode du podcast À la Coupe qui est propulsé par l'équipe de Metcom Productions et sponsorisé par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles pour votre bière de l'été. Bien entendu, vous pouvez penser à la bière à la Coupe Le Mont-Minou. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir quelqu'un qui a vécu un événement qui est un événement très important au niveau de sa carrière à lui, donc quelque chose qui assurément va se souvenir pour le restant de sa vie, mais qui pour nous, en tant que fans de hockey, c'est quelque chose qu'on a la chance de voir de l'extérieur, mais pas nécessairement de l'intérieur. Alors, nous, on voit tout le glamour, on voit le stage et tout ça, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que la personne vit, par qui elle est entourée, puis ben, qu'est-ce qui se passe avant et après le repêchage de la LNH 2022. Alors, d'abord et avant tout, permettez-moi de vous présenter notre collaborateur qui va être avec nous aujourd'hui. C'est le chroniqueur du alacoupe.ca, Émile Beausoleil. Émile, salut! Salut, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, aujourd'hui, je suis pas venu seul. Non, je Je le dois vous sais bien. avertir. Je suis venu avec mon saut du caveau, puis ma bière, la Mont-Minou, en collaboration avec À la Coupe. Oh, tu peux Écoute, montrer le logo à la coupe, tu sais. ouais, ok, on a le droit? Ben oui, podcast 100% hockey sponsorisé. Franchement, c'est un très beau cadeau. Puis encore une fois, on remercie la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles parce que c'est Tout à gentil fait. de non seulement de croire en notre projet, mais d'appuyer notre projet aussi. C'est très apprécié. Puis aujourd'hui, on a la chance de recevoir un invité qui, toi qui suis beaucoup le hockey junior, ben c'est intéressant pour voir un gars qui progresse éventuellement et Yes. qui se rend jusqu'à la LNH. Alors, on a la chance de recevoir avec nous un jeune homme qui a peut-être défié un peu ce qui pouvait être les pronostics, puisqu'il n'avait peut-être pas nécessairement été choisi en première ronde au niveau de la LHGMQ, mais il a su se prouver et il a été officiellement repêché au niveau de la LNH. On accueille Alexis Gendron. Alexis, bonsoir. Bonjour les boys, ça va bien? Ça va Ça très va bien, toujours toi? bien. Oui, T'as ça va une super belle, bien. T'as une belle casquette, Alexis, j'aime ça. Ouais, merci, beau t-shirt. Merci, merci, merci. On se met dans la thématique. Alors, Alexis, ben, première des choses, moi, je te dis d'entrée de jeu, je ne suis pas très familier avec le hockey mineur. OK? Donc, c'est ce qui fait que tu as fait des ligues que je ne connais pas. J'aimerais ça, si c'était possible pour moi, de me parler un peu d'une ligue comme la RSEQC1. Ouais, moi j'ai passé par le hockey scolaire, cadet D1, puis j'ai joué un peu juvénile D1 là, pour l'école secondaire du Chien-Bleu. C'est un parcours un peu différent, mais qui se rend à la même place. Donc, moi, j'avais vraiment pas peur d'aller dans ces ligues-là pour me développer. Puis, honnêtement, si je ne serais pas allé au Chien-Bleu, je ne serais jamais repêché dans la Ligue nationale, là, je vous le dis tout de suite. Ça a été vraiment mon déclencheur en tant que joueur de hockey, là, aller au Chien-Bleu. Ça a fait toute la différence. Ma confiance a monté d'un cran, ça n'a pas de sens. Là. Donc, c'était vraiment des belles années. Au Chien-Bleu, j'ai connu des personnes qui m'ont aidé, comme Yannick Gay, qui a été mon entraîneur pendant 2 ans. On a gagné le championnat provincial cadet, puis la deuxième saison, on est allé en finale, mais on a perdu. Donc, c'était vraiment des belles années de hockey qui m'ont développé en tant que joueur de hockey. Là. Puis après ça, je suis allé Midget 3, une saison. Puis après ça, j'ai Mais fait le saut junior avant majeur. qu'on avant qu'on ait Midget 3, à la base, pourquoi tu as pris la décision d'opter pour justement la RSQ ou en tout cas le hockey? C'est vraiment parce que tu joues la semaine. Je finis l'école à midi. C'est un sport études, le chien bleu. Donc, tu finis OK. l'école à midi. Après ça, tu t'en vas t'entraîner, tu t'en vas pratiquer. C'est vraiment le fun. Là, l'horaire du hockey scolaire est complètement différent du hockey civil, mettons comme le Bantam 3, qu'il faut que tu te déplaces la fin de semaine ou que tu vas plus loin pour jouer au hockey. Là, c'est vraiment différent. Moi, je demeure à Coteau-du-Lac, puis le chien bleu, c'est à Vaudreuil-Dorion. OK. Donc, c'est 15 minutes, fait que Ouais, c'est pas trop euh, loin. tout se faisait la semaine, puis la fin de semaine, j'avais off, toutes les games, ça jouait à, mettons, 2 heures l'après-midi, je manquais de l'école, ou c'était vraiment, c'est une belle expérience, c'est le fun. Le point marquant, je manquais de Ouais, l'école. mais c'est Ça, Trop quand même c'était un motivant, gros tu sais. bonus. Puis, moi, j'avais une question à propos de ça, tu sais. Je sais qu'il y a des clubs qui étaient un peu plus lousses là-dessus. Moi, j'ai connu l'Arsenal, là, tu sais, c'était l'Arsenal du Coteau. Puis, comment c'était, mettons, le rapport études-hockey? Est-ce qu'il fallait que tu aies absolument des bonnes notes pour pouvoir jouer? Comment tu voyais ça? Ouais, ben nous autres, il fallait qu'on aille 75 de OK. moyenne pour être à ce programme-là au Chien Bleu. Donc, c'était vraiment exigeant sur l'école, mais honnêtement, tout le monde il s'arrangeait pour avoir 75 pour rester à ce Ouais. programme-là parce que c'était vraiment le fun. C'était vraiment trippant. Là.
Puis toi, on peut dire que tu as une saison que tu as eu du fun en petit guidou parce que 2018-2019, 30 matchs joués, 87 points, 53 buts. Ben, Comment honnêtement, tu fais? là, tu vas rire, mais j'ai encore le record de buts dans cette ligue-là. Ah ben, je t'écris. C'est quand même impressionnant, là. L'année passée, j'avais le record de points, de buts. Mais t'as Justin Larose qui joue à Victoriaville dans la GMQ là, qui m'a battu d'un point. Mais au moins, j'ai gardé les buts. Là. Il y a ça au moins. Là, mais... 53 buts en 30 matchs, tu t'ennuies pas. Là. Non, mais ça, écoute. T'as du fun. Là. Ouais, c'était vraiment le fun. On avait un bon club. Là, ben, t'étais quand même le meilleur pointeur et de loin de ton équipe. Puis à 53 buts, c'est parce que tu avoisines presque les 2 buts par match. C'est toute une production au niveau. Ouais, c'était le fun. Une saison successful, on va dire. Oui, clairement. Par la suite, ben là, tu vas aller justement au niveau Midget 3 que tu nous as parlé un petit peu tantôt au collège Charlemagne. Non, les riverains du collège Charlemagne. Ouais, Charlemagne. Au niveau du Midget 3, est-ce que ton adaptation, toi, se passe relativement bien vu que tu as pris peut-être une avenue différente? Ben, honnêtement, c'était un peu plus dur cette année-là, là, je pense. J'avais... Premièrement, juste l'équipe, on a connu une saison quand même assez difficile. Là. Je pense qu'on a fini avant-dernier cette saison-là. Okay. Mais c'était sûr, c'était différent. Là. Je passais du cadet à Midget 3. C'est quand même un gros step. Du cadet au Midget 3, c'est pas nécessairement aussi fort que du battant 3 qu'un DD1. Mais pour vrai, au début, c'était quand même assez un bon step. Là. Mais après ça, je me suis quand même assez bien habitué. Là. C'était pas okay. Mais sinon, tu as quand même eu une saison de 30 points, 42 matchs. C'est bien. C'est pas 87 points en 30, mais c'est pareil. Non, c'était pas si pire. J'aurais aimé ça avoir plus, là, mais c'était pas si pire. J'étais pas aussi développé là, dans ce temps-là. J'étais 5 et 4, je pense. 120 livres, peut-être. C'était vraiment petit. Ouais, moi, je me suis développé sur le tard, vraiment. Ben là, aujourd'hui, tu mesures 5 pieds 10, je trouve. Ouais, j'ai vraiment grandi. Je suis rendu 176, là, à peu près 177, 176. Mais, dans le fond, quand le COVID il a pogné là, au Québec, là, c'est là que j'ai commencé à grandir. J'ai passé à mon premier camp junior, j'étais rendu 5 et 8. Là, l'année passée, j'ai regrandi, je suis rendu 5 et 9 et 3 quarts, puis là, je suis rendu 5 et 10. Donc, fait qu'ils ont dit merci à la COVID qui te fait grandir. C'est ça. Mais à la blague, d'ailleurs, ton père avait mentionné dans une entrevue, il dit peut-être qu'au niveau de la grandeur, ça va arrêter là, parce qu'on n'a pas même de géant dans la famille. À ce que j'en comprends, génétiquement parlant, c'est pas très grand chez vous. Pas très grand, là, j'ai dépassé mon père. Là, fait que là, il n'y a plus grand personne que je peux dépasser. Mais non, comme il a dit, là, le plus grand dans la famille, je pense, c'est rendu moi. Fait que, ben, c'est bon quand même. Puis, vas-y. Parlant de ton père là-dedans, justement, est-ce qu'il t'a aidé toujours à faire tes choix entre, par exemple, le scolaire ou le Bantam 3 ou des choix comme ça? Est-ce que ton père t'a toujours épaulé là-dedans ou ne voulait pas s'en mêler? Il m'a toujours aidé. C'est moi qui prenais la décision finale parce que c'est moi qui joue, je veux pas. Mais honnêtement, lui, il était all-in pour que j'aille scolaire. Moi, au début, j'étais comme, je sais pas, c'est peut-être moins fort que du Bantam 3 ou puis je suis arrivé là-dedans puis il m'a dit hey, va te faire du fun, là, va te pogner de la confiance. Peu importe si tu joues, tu vas faire dans la même place. Si tu te développes, tu vas faire dans la même place que si tu joues Bantam 3 ou Midget 3 première année. Puis je le faisais confiance. Dans cette année, il connaissait plus que ça que moi, puis même encore aujourd'hui. Là. Mais je l'ai écouté, puis ça a marché. Fait que je suis vraiment content. Puis, juste pour peut-être compléter un peu, est-ce qu'il est présent au niveau de tes entraînements, au niveau de l'été? Est-ce qu'il donne des conseils ou non, pas du tout? Ben là, c'est plus moi que j'étais avec mes entraîneurs et qui fait la job. Là. Pas, j'ai mes skill coach puis j'ai mon entraîneur depuis une couple d'années, là, quasiment 5 ans. Moi, je m'entraîne avec Marc Lauzon là, à Valleyfield. Puis ça fait depuis 5 ans que c'est moi qui choisis mon horaire, comment me développer. Je sais que j'ai amélioré, là, on en parle, là, puis, ça ne changera pas. C'est pas nécessairement la vitesse pour que j'améliore, c'est plus le côté défensif. Là, fait que... Ça, on va en reparler un petit peu plus loin. Là, mais... OK, donc là, par la suite, en 2019, tu vas être repêché par l'Armada de Blainville-Boisbriand. Là, situe-moi, est-ce qu'on est dans un repêchage COVID? 2019, non, hein, t'es avant le COVID.
Donc, tu étais présent sur place. C'est la dernière année avant COVID, ça se peut. Ouais, c'était à Québec cette année-là. Ouais. Puis comment ça s'est passé pour toi? Moi, j'étais content, j'ai sorti en 7e round. Ça peut paraître loin, mais moi, je jouais 4DD1 cette année-là, fait que c'était quand même bon. Tu sais, je jouais Bantam. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que quand le draft était fini, moi, je suis descendu en bas sur le tapis, parler avec les recruteurs de l'Armada. Puis il y a un recruteur je me souviens pas quelle équipe qui est venu me voir. Il me dit honnêtement, c'est la première fois que je vois un gars de cadet D1 se faire pêcher dans la GMQ. Je dis ah ouais, ben merci. Tu sais, je vais prendre ça comme un compliment. Mais je t'avoue que, tu sais, comme je te dis, je connais pas beaucoup le hockey mineur. Fait que pour moi, c'est vraiment pas familier. Les ligues que tu as jouées, je les connaissais pas du tout. Fait que j'étais un peu surpris de voir que tu avais passé par comme la voie d'à côté. Mais en même temps, tu as de l'air de. Tu savais où tu t'en allais, tu savais qu'est-ce que tu faisais. Tu as l'air de t'en sortir, là. Tu t'en sors. Ben là, oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je suis content, mais tu sais, j'étais classé, je sais pas, moi, j'étais classé 13-14, je pense, puis aux joueurs supplémentaires, je me souviens plus. J'étais classé vraiment à la fin. Puis j'avais parlé, il y a bien des clubs qui étaient quand même intéressés. Là. J'avais parlé à une dizaine de clubs, à peu près, là, tu sais, pour un gars qui joue cadet, c'est quand même assez bon, là. Puis moi, je remplaçais juvénile, puis les recruteurs, tu sais, ils parlaient à mon école qui venaient me voir jouer juvénile. Fait que, il y avait quand même beaucoup d'équipes qui venaient me voir jouer juvénile, puis c'était quand même surprenant parce que, tu sais, tu joues cadet, tu joues pas midget 3 ou midget espoir. Fait qu'ils devaient voir quelque chose que j'allais m'améliorer ou que j'allais me développer sur le tard, mais ça a bien tourné. Assurément, assurément. Et là, toi, tu es repêché par l'Armada de Blainville-Boisbriand, c'est quand même pas tant loin de Chavoux. Là. Fait que j'imagine qu'il n'y a pas de. T'es pas dépaysé au niveau géographique, mais comment ça se passe pour ce qui est de rentrer dans l'organisation? Écoute, c'est à 45 minutes de chez nous, c'est vraiment pas long. Là. Fait non, que, mon premier camp, j'étais allé 48 heures. C'est pour garder mon éligibilité à aller aux États-Unis. Là. Puis après ça, parce que j'étais vraiment petit, là, avec mon premier camp junior, là, comme j'étais dans 10 livres, peut-être, là, j'étais vraiment petit, j'avais pas ma place junior. Là. Mais, fait que là, cette année-là, j'ai fait 48 heures, puis je connaissais quand même beaucoup de monde qui jouait de l'Armada, là, parce qu'il y a des coins justement, là, qui sont proches. Là. Fait que je me suis quand même beaucoup intégré facilement là, avec eux autres. Là. Fait que mon deuxième camp, je suis quand même allé 48 heures, mais je suis resté une semaine. Puis parce qu'ils ne me laissaient pas partir, ils me disaient, tu fais les pratiques, reste avec nous autres. Puis finalement, on faisait des games entre équipes, puis ils m'ont dit, on te garde un spot si tu veux venir. Fait que, OK. Fait que j'étais resté sans jouer de game pré-saison cette année-là. Fait que t'as fait le camp, mais t'as pas fait la pré-saison, genre? Ouais, genre je pouvais pas, je m'en allais au camp, ça mon deuxième camp l'année passée. Je m'en allais juste là 48 heures. Je pensais revenir midget 3 pour la deuxième saison. Okay. Puis finalement, ils m'ont. Finalement, non, toi, t'as déjoué les pronostics. Let's go, on y va dessus. Ouais, ça avait de l'air. Ils m'ont confirmé un spot là, si je voulais rester. Mais là, tu piques ma curiosité. Toi, quand tu as commencé à jouer junior majeur, tu avais quelle grandeur, quelle grosseur? Première année junior, je mesurais 5 et 8. OK. Puis j'étais 160 peut-être. Là, je suis rendu 5. C'est pas si pire en vrai. Là. Genre, on t'avait eu le temps d'augmenter un peu. Là. Ouais, c'est pas parce que tu rentres là-bas à 5 et 6. Là, C'est ça, mais ça, c'était mon premier camp. Tu sais, avant que je joue midget 3, j'étais minuscule. Là. Ouais. OK, ça, c'est pas très grave pour jouer, mettons, contre des gars de 20 ans. Là. Non, j'étais pas prêt. Mais à 5 et 8, il y a raison de dire que c'est quand même bien. Là. 5 et 8, c'est pas super. Ouais, sinon, à ta première année, en tout cas, c'est 14 points en 31 matchs. Tu as quand même un 9 buts. C'est quand même, pour moi, à mes yeux, pour un nouveau, c'est quand même respectable. Ouais, on avait une bonne équipe aussi. Je n'avais pas nécessairement ma place ces deux premières lignes. Là, on avait un club pour aller loin. On avait des bons 20 ans. Là. On avait Luke Edmund et Laferrière. Donc, à l'attaque, je jouais sur une troisième ligne. Fait que je suis quand même. C'était une bonne saison, je pense. Là, 0.5 points par match. Ouais. Première année, c'est pas mal ça. Là. Ouais. Puis là, on rentre en séries éliminatoires. Malheureusement, vous allez être éliminé en quart de finale contre les Tigres de Victoriaville. Mais mine de rien, tu as 2 saisons au niveau LHGMQ, 2 saisons, vous avez fait les séries. Donc, tu as quand même un bagage d'expérience qui est intéressant. Pour les premières séries, est-ce que tu jouais beaucoup ou tu jouais peut-être moins?
L'année passée, ça? Ben, pas l'année passée, En première saison. Première Toi, saison. Resté sur le troisième. Ouais, je jouais quand même. Pas si pire, moi. Je jouais, honnêtement, j'avais mon chiffre régulier là, en playoff, là, mais c'était mes premiers playoffs en tant que dans la LHNQ, là, fait que c'est différent un peu. Là, c'est vraiment plus physique puis plus un peu height, là, à vouloir dire, là, mais ça me donnait le temps de m'habituer un peu. Là. Je pense que j'avais pas fait grand-chose, mais j'avais bien joué pareil. Là, mais... Mais moi, c'est surtout ce que je trouve intéressant, c'est que tu es jeune, tu es nouveau, puis on te fait confiance pour jouer en série. C'était surtout ça que je trouvais qu'il était un point intéressant parce qu'à ta première année, déjà, on te fait confiance. C'est quand même très, très bien. Là. Ouais, j'étais content. Comme j'ai pas manqué de game, là, j'ai joué mes chiffres réguliers puis mes games réguliers. Fait que je suis super content. Et puis sinon, ben là, on arrive à ton année de draft. L'année de draft, augmentation assez importante au niveau des points, mais aussi au niveau des buts quand même. 30 buts en 60 matchs. Buts. Ouais. Félicitations. Ouais. Comment s'est passé ton année de draft? Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu focalisais plus, amélioration? Honnêtement, là, mon début de saison, là, il était difficile. J'ai pas connu un bon début de saison. Là. Tu regardes, j'avais 14 points avant Noël. OK. 15 points, 14 points, quelque chose de même, là, proche de ça, 14-15. Puis écoute, là, je rushais, là, je sais pas pourquoi, c'est de la pression ou tu veux pas, t'arrives à ton année de draft, moi je pense, je veux pas, je voulais être drafté, puis je me mettais un peu de pression pour ça. Puis ça fonctionnait pas nécessairement de ma manière. Là. Moi, je voulais vraiment produire offensivement, puis ça venait vraiment pas. Puis là, tu commences à te poser des questions. Là, ton bâton, tu le serres un peu, puis c'est pas bon, ça. Puis là, c'est arrivé le break à Noël. On a eu un peu plus de temps de break. Je pense qu'on a eu un mois, quelque chose de même. Puis je me suis entraîné, j'ai shoté des pucks, puis j'ai vraiment reset un peu là, ma saison. Puis quand je suis revenu, ben là, j'ai vraiment. Côté offensif, là, ça a beaucoup mieux été. Là. Ma saison a comme débloqué. Là, puis ça a vraiment bien fini. Puis sinon, moi, je vois que. Ah, ben vas-y, Emile. Non, vas-y, c'est correct. Moi, ce que je vois, c'est que, tu sais, je lisais différents recruteurs et aussi ton coach, entre autres, qui mentionne ton coup de patin est déjà niveau LNH et tir sur réception déjà niveau LNH. J'assume que c'était tes armes pour te faire repêcher. Ouais, moi, c'était vraiment côté vitesse, puis côté ma shot, puis ces aspects-là là, qui allait faire que j'allais être drafté. Là. Moi, je le savais un peu, là, mais qu'il fallait que. J'étais un joueur qui est vite, qu'il faut qu'il utilise ma vitesse, qu'il soit dynamique. Puis, je savais un peu que ça allait être pour ça que j'allais être drafté. Là, quand j'étais allé au camp de développement, justement, Daniel Brière il me parlait à la fin, puis il t'a dit, on a vraiment aimé ta vitesse, ta fougue, puis ton lancer. Fait que, je trouvais ça drôle parce que c'est la même affaire qu'ils disent. Fait que je le savais un peu, c'était pour ça. Là. C'est assez commun. Puis moi, ben, ton père, entre autres, l'avait mentionné en entrevue, mais on voyait aussi que tu as l'air d'avoir quand même une bonne relation avec ton coach Bruce Richardson. Ouais. Ton père disait qu'aujourd'hui, les coachs sont plus proches des joueurs. Ce que j'ai cru comprendre, toi, tu as travaillé beaucoup avec ton coach. Est-ce que c'est à ce point-là beaucoup plus proche qu'à une certaine époque? Honnêtement, j'ai vraiment travaillé beaucoup avec Bruce. Là. Je pense qu'on se parlait une fois semaine, on faisait des vidéos. Lui, il venait me chercher ou à la fin, c'est moi qui allais le voir. Je veux voir ce but-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire ou je lui demande des questions. Là. Mm-hmm. Puis on travaillait vraiment sur ma zone défensive là, pour que pour que je m'en vienne à un autre niveau professionnel, on va dire ça de même. Là. Puis je m'en venais mieux à la fin de la saison. Là. Mon début de saison m'a aidé, mais à la fin, ça s'en venait mieux. Puis cette année, ça va être justement d'être ça, le joueur le plus complet possible, tout en continuant qu'est-ce que je suis capable d'apporter, ça c'est sûr, mais de ne pas me faire scorer des buts, ça serait mieux aussi. C'est une option qui est assez intéressante. Ouais, c'est intéressant pas mal. OK, c'est bon ça. Fait que sinon, ben, une question qui me vient d'un abonné TikTok. OK, donc je vais lire la question qu'il m'a posée. Il dit l'an dernier, l'Armada a fait face à une séquence de 12 défaites de suite sur la route entre le 18 décembre et le 26 mars. Ça a dû être une épreuve de caractère pour l'équipe. Quelle leçon en as-tu retiré? Ben, honnêtement, là, ça, c'est interrompre ce passe-là. Je pense que c'était justement les premiers voyages. On est parti notre
en revenant des congés de fête, on est parti dans les maritimes pour jouer 3 games. Okay. Puis et on avait perdu les 3. Tu sais, quand tu perds 3 games des maritimes, là, après 15 heures de boss, là, tu le trouves long, là, ton boss. Ouais. Là. Oui, ça doit. Fait que, honnêtement, là, une des leçons, ça serait que, jamais, je sais que c'est un cliché, là, mais jamais il n'y a rien de facile dans la vie. Il faut que tu travailles pour que ça soit, pour avoir des récompenses. Là, je te dirais que c'était pas mal sûr. C'était quand même assez rough, 12 défaites de suite. L'ambiance, c'est vraiment pas le fun dans la chambre. Le coach, premièrement, n'est pas content parce qu'il fait 12 défaites de suite. Fait que je te dirais que ça, c'est une phase creuse, mais que faut que tu travailles pour peut-être que ça devienne correct. Là. Fait que, puis là, en plus, si je comprends bien, toi, tu avais un début de saison qui était plus difficile, puis après, tu as eu cette séquence-là d'équipe qui était difficile. Ouais, puis que moi, ça allait quand même bien. J'ai quand même bien reparti. Donc, c'était vraiment que je continue. C'est vraiment juste ça mon minding. Dans ma tête, c'est comme OK, je vais en faire plus ou je suis capable d'en faire plus. Donc, c'est vraiment ça mon minding. Ah, écoute, c'est bien parfait parce que honnêtement, en termes d'équipe, c'est difficile, mais aussi en termes de joueurs, je pense que ça vous permet de faire face à toutes les difficultés que tu vas faire face par la suite. Exact. Parce que, je me souviens, on parlait avec un ancien joueur de la LNH qui disait que dans la Ligue américaine, quand ton équipe a pair, c'est rough en chambre. Beaucoup plus que dans d'autres situations. Ouais, surtout professionnel, ouais. Fait que, il dit après ça, ben, toi, si tu as déjà vécu ça, ben, tu as vécu aussi comment qu'on remonte. Et finalement, vous participez aux séries éliminatoires. Donc, même si ça a été difficile, quand même, vous avez réussi à prendre votre player spot. Et puis, ben là, vous vous rendez encore une fois en quart de finale. Et cette fois-ci, vous passez les Vultures de Drummondville en premier. Est-ce que ça se passe un petit peu mieux pour toi? Parce que statistiquement, les points sont... Ouais, t'es là. Honnêtement, ce game-là, contre les Drummond, là, ça a bien commencé. Mais je me suis fait suspendre une game. J'étais à Blainville. OK. J'avais pogné un 4 minutes avec l'amoureux. On s'avait pogné un peu, puis j'avais mon bâton qui avait volé dans sa face. Je sais pas si vous avez vu ça un peu. Là, mais... J'ai pas entendu ce que tu as fait quoi? Mon bâton, il a volé dans sa face, mais j'avais pas fait exprès. Puis, le monde va. C'est vrai. OK. Puis, j'avais pas été sorti de la game toute. Puis je sais pas pourquoi, mais ils ont révisé le jeu. Puis, le lendemain, on jouait à 7h. À 1h, j'ai reçu un appel comme quoi je jouais pas. J'étais suspendu une game. L'amoureux, avait-tu manqué une game? Non. Il y avait juste une scratch en face, là, mais il avait pas manqué de game. Parce que des fois quand quand le coach parle, mettons, à un gars de la ligue, puis tu vois que l'amoureux, il a manqué une game ou whatever, ben souvent, ils vont aller égaliser une game, tu sais, mais... C'était moi qui étais en faute là, dans cette situation-là, fait que... Ouais, coup de bâton dans la face. Hein. C'est ça se fait plus. Pareil que ça se fait plus. Non. Évidemment, c'était à éviter, en tout cas, pour le hockey d'aujourd'hui. J'en ai appris, là, je ne le referai plus, mais j'ai vraiment pas aimé ça, Marking Game. Là, je capotais, là, j'avais de la fumée qui me sortait de les oreilles quasiment, là, parce que tu veux jouer, là, j'étais dans les estrades, j'avais la jambe qui shakeait. Je peux pas craindre. T'as un feeling d'impuissance aussi, tu regardes la situation, que ça aille bien ou que ça aille mal, tu peux rien y faire. Ouais. C'est un fait. Puis sinon, ben, finalement, vous allez en quart de finale être éliminé par le Phoenix. Ça a été un petit peu plus expéditif là, du côté du quart de finale. Mais j'imagine que quand même, c'est une bonne expérience pour toi, pareil, parce que je veux dire, c'est une super bonne équipe, là, Phoenix. Là, ça va être une équipe qui ne veut pas être conçue pour aller au bout, là, avec leur première ligne, Anctil, Parent, puis Joshua Roy. C'était dur à contenir là, comme ligne. Là. Écoute, ça n'avait pas de sens. Ils pouvaient faire la différence eux autres seuls. Eux autres, on pouvait venir 3-0, mais ils allaient scorer 4 goals en 10 minutes. Ouais. Écoute, c'était vraiment trop fort, là, cette ligne-là. Ça n'avait pas de sens. Moi, c'était... dans ma vie, j'ai assisté à un seul match de la LHJMQ et c'était le vôtre contre le Phoenix, le dernier match. Et c'était un match qui était tellement ouvert. Le jeu, ça n'avait aucun sens. Ça comptait d'un bord puis là. Écoute, c'était un festival offensif, pauvre gardien. J'avais je sais. Je pense que la game avait fini 7-6, non, 7-5, quelque chose de même. Il me semble que c'est 7-5. Ouais, 7-5, mais c'était but après but. OK, ils scorent 2 goals, nous autres, on score 2 goals. C'était fou. Mais, ouvert. En tant que partisan, c'était le fun à voir parce que c'était dynamique tout le temps.
Mais honnêtement, tu sais, puis en plus, j'étais placé direct vis-à-vis la ligne des buts. Fait que je voyais les gardiens quand ils revenaient. J'étais comme, hey, pauvres eux autres. Le gardien qui capotait, il buvait de l'eau après il soufflait, il capotait. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et puis là, ben là, par la suite, écoute, on s'en va un petit peu plus vers un événement qui est un événement qui va être marquant pour toi, mais il semblerait qu'un peu en catimini, sans que ton père le sache, Daniel Brière a communiqué avec ton coach quelques jours avant le repêchage. T'en as eu vent après, toi? Ouais, ben dans le fond, moi, c'est lui qui m'avait dit. Oh, on a perdu la connexion. Et ouais, là, c'est correct? Oui, c'est correct. Après le repêchage, il m'a comme dit, Daniel, que une couple de jours, il avait appelé justement Bruce Richardson, mon coach, comme quoi que pour prendre des nouvelles ou savoir un peu des informations sur moi, là, je pense qu'il faisait le tour des joueurs qui étaient sur leur liste. OK. Puis, moi, j'en faisais partie de leur liste, donc ils ont fait leur job. Ils ont appelé mon coach, puis sans que mon père sache, ou ça se peut que ça soit juste le GM, puis l'assistant GM, puis Daniel Brière qui le savait, mais ça avait l'air qu'ils l'ont appelé. Ben, ils ont fait leur recherche, mais ce que je trouve drôle, c'est qu'ils le font en catimini. C'est ça que je trouvais assez particulier. J'aimerais ça que tu me parles un peu, on en a parlé hors ondes, mais sinon, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu, parce que c'était vraiment important là, pour ton père, qui d'ailleurs, on va le situer, ton père, c'est Martin Gendron, puis il travaille comme recruteur chez les Flyers. C'était hyper important pour lui de ne pas être impliqué ni dans ton évaluation, puis en plus, il n'était pas présent lors des meetings. Pourquoi est-ce que l'organisation des Flyers a fait tout ça pour éviter de faire participer ton père dans ton évaluation? Mais tu sais, moi, je pense, là, tu sais, veux pas, là, c'est quand même admettons, en tant que père, c'est ton gars. Tu sais, admettons, le monde, tu sais, moi, je pense, tu sais, dans les meetings, tu sais que son père, il est là. Tu veux peut-être te garder une gêne en parlant du joueur ou je sais pas. Tu sais, c'est justement ça qu'il voulait éviter. Il voulait pas éviter, il voulait éviter des traitements de faveur. Il n'y avait aucun traitement de faveur. Mon père n'était pas là dans rien, il ne faisait pas d'évaluation, rien. Il voulait vraiment que ça soit que je ne sois pas avantagé plus qu'un autre. Tout le monde est égal, puis tout le monde fait sa job. C'était plus de ça le but que mon père ne soit pas impliqué dans rien. Moi, c'est plus ça. Là. Puis, est-ce que ça peut avoir un lien aussi, un coup que tu es repêché, justement, de ne pas avoir le « Ah, mais il a été choisi parce que c'est le fils de… » Ouais, c'est ça. Au niveau de l'organisation, c'est peut-être un petit peu moins… Sauf que, ben là, en fait, celui qui va t'évaluer, c'est Todd Hurty, qui est le recruteur qui va s'occuper du Québec. Et selon Todd Hurty, il semblerait que tu avais un côté explosif qui était suffisant pour que tu sois repêché, possiblement fin de 4e ronde, début de 5e ronde. Donc, on est optimiste. Là, toi, tu te présentes à Montréal, tu es 30 ans plus tard, mais ton père avait été aussi repêché à Montréal. Ouais. Au Forum en 1992 par les Capitals de Washington. N'en reste pas moins que c'est quand même un drôle d'adon. Les deux de la même famille repêchés à même place. Pas le même établissement, mais la même ville. Ben, c'est vrai que nous autres, on trouvait ça drôle quand tu le regardes, la journée, le soir même, quand on se dit ça 30 ans après, c'est quand même drôle. Là, quand tu penses particulier. Pas grand famille qui vit ça. Son père c'est pas repêché à Montréal, puis son gars aussi. Là, c'est vraiment le fun. Là, quand tu trouves ça, quand tu penses à ça, c'est un moment magique. Puis là, toi, ben, j'assume, t'es probablement proche, donc t'as pas dû arriver une semaine d'avance, là? Non, moi, je suis arrivé la veille. Moi, dans le fond, je suis allé à la première ronde, comme en tant que partisan. Puis, mais je suis allé voir la première ronde. J'ai couché à l'hôtel juste à côté de l'aréna. C'est à 2 minutes de marche, peut-être. Là. Puis le vendredi, je suis allé là pour le draft. Puis c'est ça. On va commencer ici par la première ronde. Donc, la première ronde, comment tu as trouvé ça, ton expérience juste Exactement, c'est ça que je voulais savoir. C'est tout un show. J'ai vraiment aimé ça, là, le stage, puis toutes les vidéos au tableau indicateur, c'est quelque chose. Là, c'est un jour drafté dans la première ronde, là, c'est quelque chose. Ça a l'air, oui, effectivement. C'est une coche à faire. Là, quand tu te lèves devant le Centre Bell au complet, puis tu descends les marches, tu s'en vas sur le stage, là, caméra d'en face. Ouais, ça doit être quelque chose. Tu dois même pas voir en avant. Prie pour pas t'en faire jeter tes lacets, tu sais. Je me souviens pas c'est quel joueur. Il y a un joueur qui a glissé des marches. Je me rappelle pas c'est lequel, par exemple.
Mais en descendant, il y a genre tout 2 matchs, il se sentait pas bien. Ça le faisait une couple de mois après, là. Oui, ben, il a revu la séquence, inquiète-toi pas. C'est ça. Puis sinon, ben, écoute, c'est une question en tant que partisan, parce que tu m'as ouvert la porte, mais en tant que partisan, là, il y a eu une grosse transaction direct en partant. L'ambiance a dû sur place être très up and down quand le Canadien a annoncé l'échange de Romanov. Là. Ouais, ça, c'est. Mais justement, juste quand Gary Bettman commençait à parler, là, les fans, ils huaient ou ils criaient, là. Puis quand ça disait transaction, là, ça capte. Là, le monde, il virait fou, là. C'est ambiance totalement différente, là. Puis quand il disait justement c'est un trade de Montréal, là, c'était. Ouais, là, ça a dû être explosif, là. Ouais, explosif, ouais. Sur place, là, honnêtement, nous, on l'a vécu parce qu'on était en live quand on faisait ça, puis on était genre sous le choc après ça. Oh, Carrie quand on était nous autres, mettons, on capotait, là, mais être assis là, ça devait être à regarder ça, t'écoutes ça là, en live. Ben, pas en live, mais genre sur place, ça doit être malade. Là. Ouais, c'était malade. T'sais, même si tu le sais que tu seras pas repêché en première ronde, là. Ben, juste de vivre ça, là, en maudit d'être là, j'imagine. Ouais, juste de vivre ça, c'est super fun. Et puis sinon, ben là, la deuxième journée, peut-être on est un petit peu plus nerveux. Il y a peut-être un peu plus de papillons. Parce que là, toi, tu le sais, tu es listé à peu près 4e, 5e ronde. Tu devrais sortir. Là. Fait que comment on se sent la journée même? Là, j'étais vraiment plus stressé. Là. Je faisais mon nœud de cravate. J'ai peut-être fait 20 fois mon nœud de cravate. Là. Il était jamais correct. Là. Je capotais, mais là, c'était un peu plus stressant. Surtout rendu à la 4e ronde, là, je commençais à stresser, mais j'ai stressé un méchant bout. Là. De 4e à 7e ronde, là, c'est quand même long. Mais ça a bien fini, là, mais c'était stressant. T'as-tu beaucoup d'entrevues? Ou... Pour vrai, j'ai eu une quinzaine. Quand même. Ouais. Puis je m'attendais vraiment à sortir plus de bonne heure, mais là, une fois que tu es sorti, c'est correct. Tu es dans le programme puis tu fais tes preuves pour jouer Ligue nationale un jour. Fait que... Ouais, parce que le gars qui se fait drafter 7e ronde ou le gars qui se fait drafter 4e ronde, tant qu'à moi, ils ont la même chance une fois dans le programme. Ouais, c'est ça. Rendu là, c'est toi qui fais tes preuves puis tu essaies de t'améliorer le plus possible. Puis c'est justement, il n'y a personne qui va te faire jouer Ligue nationale, c'est toi qui vas te faire jouer Ligue nationale. Donc. Puis moi, j'avais une question à propos de ça, justement. Tu sais, t'arrives, mettons, tu as dépassé à 5e ronde, là, puis toi, tu pensais 4e, 5e, tu sais, voire 6e ronde. Quand tu arrives à 6e ronde, là, comment tu t'es senti? Tu sais, t'étais-tu, là, tu devais commencer à. Je stressais, mais un peu, j'étais confiant. Pour être honnête, j'étais comme, OK, je vais sortir dans cette ronde-là. J'étais confiant. Dans ma tête, j'étais sûr que j'allais sortir. Tu veux pas, tu t'en vas au repêchage. Ouais. T'espères être repêché, puis tu penses être repêché. Fait que, rendu à la 6e ronde, j'étais OK. Là, je checkais les équipes qui m'avaient parlé. Peut-être eux autres. C'est peut-être eux autres. Mais finalement, c'était plus tard. Là, mais ouais, j'étais encore confiant. Puis même rendu à la 7e ronde, j'étais encore confiant. Est-ce que tu avais un bon feeling pour les Flyers avec les entrevues? Justement, je ne le savais pas à cause que mon père était là. Tu sais. Je le savais que. Ouais, c'est un double tranchant, ça. C'est ça. Todd Hardy et Brent Flair, ils m'adoraient. C'est ça, je le savais, mais c'était mon père qui était là-dedans qui ne voulait pas. Là, dans ce temps-là, je ne le savais pas. Tu sais. J'étais comme OK, ils vont peut-être me repêcher s'ils réussissent à convaincre mon père. Tu sais. Finalement, ils n'ont pas laissé le choix. Là, mais... C'est un peu. Oui. Vas-y, Emile. C'est un peu comme la situation de Kent Hughes avec son fils Jack Hughes. Tu sais, lui, il l'a dit ouvertement, là, on ne repêchera pas, là, mais mettons qu'il n'avait pas dit ça, là, on aurait pu croire que peut-être ça va arriver. Ouais. C'est un fait. Puis là, ça me permet de plugger une citation ici. C'est une citation de ton père. Il dit on regardait le repêchage aller, puis à un moment donné, Brent Flair, notre assistant DG, a dit enough is enough. Puis là, il a décidé. Ton père a reçu à peu près 5 secondes avant l'appel du draft qu'on y allait avec toi. On avait eu un bon pedigree pour toi. Quand même, l'assistant DG qui est fâché que tu ne sois pas sorti, c'est quand même pas banal. Ouais, moi, honnêtement, je suis content de cette situation-là. Tu sais, je m'en plaindrais pas. Tu sais, je sais que l'assistant GM, il m'aimait et qu'il me voulait, tu sais, qu'il n'a pas laissé le choix à 7e ronde, tu sais, qui rendu à 7e ronde, ils pognent leur dernier choix puis ils sont super contents, tu sais, ils sont comme aïe aïe. Ouais, c'est un vol, là. Eux autres, dans leur tête, c'est comme, c'est malade, mais moi, je capote, là. Quand même bien que j'ai sorti en 7e ronde, tu sais. Cette équipe-là me voulait avant, fait que c'est parfait. Là. Mais tu sais, je pense qu'il n'y a
n'y a pas meilleure situation que la tienne en ce moment. Il y en a là qu'on pense en tant que fans que c'est un vol ou whatever, mais quand l'état-major du club pense que t'es un vol, il n'y a pas fly, tu peux t'en aller tout de suite, mon gars, là, fly là-dessus, là, parce que c'est rare. Là. Mais tu sais, dis-toi qu'aux yeux des Flyers, t'es pas un choix de 7e, t'es un choix de 4e, voire 5e. Exactement, c'est ça qui Ouais, c'est ça. C'est ça qui peut être le fun dans ma situation. Mais... Puis là, un coup que t'es repêché, il se passe quoi? Toi, t'as été sur le stage ou est-ce que c'est juste tu vas à la table non, de à l'équipe? la table, tu donnes la main à tout le monde, puis après ça, tu t'en vas backstage avec tous les médias, puis les photos. Les photos, ouais, les interviews, puis tout ça. Là. Mais puis moi, j'avais un vol le lendemain. Et je suis arrivé à la table, je m'en vais dans la loge en haut des Flyers, puis t'as la secrétaire des Flyers qui me dit « OK, ton vol est à 3 heures demain. » OK, ça minute, c'est à Montréal, j'ai rien de fait, OK. Bienvenue dans le club. T'as pas le temps trop de fêter ça le soir même, parce que tu sais que demain, t'es dans l'avion, tu sais, mais c'était... Mais juste un coup que tu as été repêché, là, dans le fond, tu as été faire des entrevues avec plusieurs médias, j'assume? Ouais, mais avec des médias de Philadelphie, il y avait comme une table avec des médias là, qui te posaient plein de questions. Puis sur un point de vue 100% fanatique qui joue au jeu NHL, là, mais c'est comment prendre les fameuses photos genre, avec le gros logo de ton équipe en arrière? Ça doit être un feeling particulier. C'était hot parce que justement, quand t'es jeune, tu vois des photos des joueurs de draftés, justement avec leur bâton comme ça. Fait que moi, dans ma tête, j'ai comme aïe, tu es en train de pogner une photo de NHL, c'est hot. J'aime ça. Ouais, c'était le fun. OK, c'était un beau moment. T'as-tu gardé ta photo? Est-ce que vous avez le droit? Ou... Ben, honnêtement, j'ai pas reçu les photos. Non, c'est ça. Je pense pas qu'il y a de... Je pense vraiment que c'est juste pour le en ligne. Je pense pas qu'il y a de photos officielles ou whatever. Ouais, c'est plate, là, mais je pense pas qu'il y a... Mais rendu à Philadelphie, justement, le photographe, il nous a envoyé des photos. Là. J'ai eu la chance d'avoir une couple de photos. Moi, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis le début du show. Là. Ça me... ta casquette, c'est-tu ta casquette officielle, mettons, du repêchage? Non, ça, je l'ai eu à Philadelphie. OK, pendant le camp, j'imagine? Ouais, pendant le camp, j'ai reçu un sac plein de linge. Je te dirais, là, le linge que j'ai reçu, là, c'est en 2 ans de junior majeur, là, j'ai le double de linge là, en une semaine. Là, OK, ils t'ont servi. Ouais, c'est comme il donne le kit pour être sûr que tu représentes déjà l'équipe. Ouais, ça n'a pas de sens. Là, mais... Moi, la casquette du draft, j'aime même plus. Là, elle est accrochée dans mon petit support, là, puis je la touche plus. Là. Ah ben j'avoue. J'avoue, ouais. Je ne vais plus la mettre, c'est quand même... Pour toi, c'est une fois, c'est un one-time. Puis après, ça devient un... Ouais. Ben, c'est surtout tout ce que ça va te rappeler, toi, en termes de souvenirs. Là. Je veux dire, c'est quelque chose que tu vas préserver, que tu vas mettre dans un endroit bien safe. Là. Puis là, ben, le lendemain, toi, comme tu dis, il n'y a pas d'arrêt. Fait que j'assume que tu as dû faire un go à la maison, on va chercher les affaires, puis on repart tout de suite. Tu t'envoles pour Philadelphie et tu t'en vas faire le camp de perfectionnement de l'organisation. Comment ça se passe là-bas à Philadelphie? Est-ce que l'équipe, genre, elle te prend à l'aéroport, ils te font visiter un peu? Ou, je sais pas. Honnêtement, l'équipe est venue nous chercher à l'aéroport. Puis après ça, ils nous ont apporté à l'hôtel. Le lendemain, on avait des tests physiques, des tests aux médecins, des tests sang. Il fallait faire des mouvements, nos hanches, nos dents, tout un test du cœur. Ils nous ont payé à la traite d'un test du médecin. C'était fou. J'ai jamais fait des tests de même. OK. Après ça, le lundi... Là, le camp commençait, là, les pratiques, là, puis les entraînements, puis tout ça. Fait que là, toi, tu as un premier contact avec les jeunes qui ont été repêchés aussi. Là, ouais, il y avait à peu près 35 joueurs là, au camp, là, puis c'est vraiment, on pratiquait 2 fois par jour, on avait un entraînement hors glace. J'ai eu la chance de rencontrer tout le dev staff, là, le développement et tout ça. Fait que, c'était vraiment de prendre conscience des gars dans l'organisation qui allaient nous parler pendant l'année. Nous autres, c'est vraiment une fois que tu es repêché, tu as les gars du staff de développement qui viennent nous voir jouer, qui font du vidéo sur nous autres. Puis, c'était vraiment pour avoir un petit touch avec eux autres, de savoir comment ça allait marcher. Puis,
T'as-tu eu la chance de parler avec le DG, Fletcher, si je fais Ouais, pas mal? j'ai eu un petit moment avec, là, on a parlé un peu, on s'est serré la main, tu sais, puis c'était ça. Là. Tu sais, tu parles quand même au GM, là, moi, au début, je cherche ça, mais Mais j'imagine qu'il était là quand tu as fait l'entrevue avant le draft. ben non, moi, j'ai pas vu. Moi, non, c'est les first round Ah, c'est juste les first round quand ils font des entrevues avec le GM et tout le staff. Là, nous autres, là, tu fais l'entrevue avec un scout puis c'est tout. Là. Ok, il y a un recruteur qui vient de voir. Qu'est-ce que je savais pas? Désolé. Mais sinon, est-ce que tu as eu la chance de parler avec Danny Brière? Ouais, là-bas, Daniel Brière, tu sais, surtout c'est un Québécois, fait qu'il venait me parler en français. Là, fait que, Daniel Brière, ouais, j'ai eu la chance de parler une couple de fois. Daniel, là, c'est vraiment gentil, là, Daniel. Puis, Ben, avec tout ce que tu m'expliques depuis le début, puis les liens avec Daniel Brière, d'après moi, vous avez quelques points en commun à la base. C'est ce que je D'après moi, à Philly, il va t'aider pas mal. Je pense que. ben ouais, il a l'air. Je pense que tu t'es trouvé un partner. Là. Ouais, tu sais, il a l'air, tu sais, en partant, il m'a dit. Il y a juste une chose que je peux te dire, Alex, tu sais jamais. Il me dit ça de même. Tu sais jamais. Tu continues à travailler fort, puis tu sais jamais. Mais tu sais, Daniel Brière, c'était pas un gros joueur, c'était un petit joueur qui était un fin. Petit joueur. Rapide, bon tir. Ouais, c'est ça. Lui, puis aujourd'hui, il travaille, si je ne fais pas erreur, je pense qu'il s'occupe de la ECHL, ça se peut-tu? East Coast, ouais, je sais pas, il me semble que oui. Hein? Ouais, il y a un lien avec la East Coast, mais il est aussi gros dans le développement. Mais là, il est rendu conseiller au GM là, avec Philadelphie. Moi, je pense que ça va dans ton bon sens, ça, pour toi. Là. Ouais, je pense que c'était. Ouais. Je sais pas si on te l'apprend, mais je pense que ça va pas pire pour toi. OK, bon. Puis sinon, ben, un coup rendu là-bas, toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas, t'a impressionné, quelqu'un qui t'a marqué, que t'as rencontré? Ouais. Bonne question. Moi, j'ai Cam York qui était là, OK? C'est bon? Et c'est bon, il est quelque chose. Ce gars-là, fluide, là, j'ai jamais vu ça, là, on dirait qu'il vole. On dirait qu'il est pas lourd, là. Mais tu sais, c'est peut-être parce qu'il est tellement skillé qu'on dirait qu'il vole, là. Le gars, il passe. C'était des méchantes passes, puis là, tu sais, on avait un tournoi 3 contre 3 le vendredi, puis j'étais dans la même équipe que Cam York. Quand il a embarqué sa glace avec moi, j'étais pas stressé d'avoir le puck, je savais qu'elle allait me donner. Mais c'est quand même c'est impressionnant de jouer avec, dans le sens que tu le connaissais déjà à la base. Ben, dans le sens que le gars, c'est un premier round en 2020, genre 2019-2020. Après ça, il a joué des games de Ligue nationale. Ouais, mais c'est une grosse pointure. Oui. Gagner le championnat du monde aussi. Là. Ouais, c'est ça, médaille d'or avec les US. Ouais, il y a quelque chose, Cam York, là, c'est un gros nom. Ouais. Y avait-tu des vétérans sur place? T'as-tu vu une couple de gars? Y en a-tu un ou deux qui se sont pointés? J'ai vu Farabi. Ah ouais? Farabi qui était là. Justement, je suis reparti avec 2 de ses bâtons. Ah, bon. Quelle histoire? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que j'ai cassé un bâton, puis le gars d'équipement, il m'a dit « OK, tu vas t'en chercher dans le rack. » OK. Je vais aller me chercher des bâtons, OK. Puis j'arrive au rack. J'ai jamais vu des bâtons de même. Puis je dis OK, là, je vais checker des bâtons qui pourraient me faire des bêtes. Je prends des bâtons-là, des Bauer Custom. Fait que là, je vois que ça a fait Rabbi. J'ai pas un. Fait que là, je faisais exprès, j'avais 2 bâtons. Je dis au gars d'équipement, ouais, lequel il est plus neuf, tu sais. Fait que là, il me dit, tu peux partir avec les 2. C'est sûr. Peut-être ça. C'est pas plus compliqué que ça. Mais je trouve ça particulier qu'ils te laissent prendre des bâtons de n'importe qui. Justement, il me disait que c'était des bâtons qu'on avait gardés pour le camp de développement pour vous autres. Mais souvent, ils renouvellent aussi leur commandite à chaque année, puis tout ça, des affaires de même. Ils n'ont pas de problème à trouver des bâtons. Non, mais mettons, Farabi, je sais pas, peut-être bien qu'il va changer de marque de bâton s'il reçoit un offre ou whatever. Fait que peut-être c'est juste ça, là, c'est ses anciens bâtons, puis il reçoit sa nouvelle batch. Là, pour moi, mais c'est quand même nice. 2 bâtons à Farabi. On va se carrer ça dans la GMQ. Ça. Ouais, je vais essayer de jouer avec, commencer le début de saison avec. Faut jamais combien de temps ça dure des bâtons à ce temps-là. Ouais. Et puis là, ben écoute, on va rentrer dans la question qui tue, mon cher, puisque tu t'en vas dans une organisation qui a un des coachs les plus controversés de la LNH. Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer Tortorella et comment tu feels ça? Ouais, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il a fait un meeting avec tous les joueurs dans la chambre des Flyers, là, à l'aréna de pratique.
Puis, tu sais qu'il rentre dans la pièce, puis tu sais qu'il y a de l'expérience, puis il y a du vécu, ce gars-là. Je me souviens, une affaire qui m'a remarqué, c'est que il rentre, il se fait même pas une seconde qu'il met un pied dans la salle, t'as tout le monde qui enlève leur casquette de même. Oh, je pense que je vais Tout le l'enlever. monde enlève leur casquette. Puis moi, je regarde, il m'a l'enlevé moi avec, tu sais. C'est fou, là, le gars, il parle, puis tout le monde enlève leur casquette, puis le gars, il est parti à rire quand il a vu ça. Il est parti à rire, puis il a dit, vous n'êtes pas obligé d'enlever vos casquettes. Mais c'est juste pas de chance, comment il s'est écouté, ce gars-là, ça n'a pas de sens. Ça. Très direct, très direct. Il me disait dans nos propos, il sacrait un peu, puis il disait, t'es bien mieux d'être prêt au camp. Là. Il dit, ça va être tough, puis vous êtes bien mieux d'être prête. Puis, OK. Moi, je vais être prête, les gars. Écoute, moi, je me rappelle plus vraiment, là, c'était la télé nationale américaine, mais je me rappelle pas c'était quel poste. Là. Il était lors d'un match en analyse avec les Oilers d'Edmonton et il a dit de Connor McDavid, il est bon, mais s'il veut du temps de glace, il faut qu'il back. Fait que le style de jeu défensif est très important pour lui. Ouais. Là, tu m'as dit tantôt, toi, tu veux upgrader ça cette année. C'est un enjeu qui est assez important pour toi. Surtout dans une organisation, là, de la Ligue nationale, il faut vraiment que je sois un joueur two-way. Tu veux pas dire que je vais avoir un rôle sur powerplay. Rendu là, je vais peut-être avoir un rôle sur piqué ou même pas. Fait que, c'est pour ça qu'il faut que tu saches jouer des deux côtés de la patinoire. Rendu là, c'est sûr. Ben, la plus belle caractéristique de Torts, c'est que pour lui, tout le monde est égal. Tous les joueurs sont égaux, que tu sois choix de 7e ronde, puis que tu fasses le grand club, puis t'es Connor McDavid, là, lui. Là. Ah, c'est ça. Il met beaucoup d'eau dans son vin. Là, ouais, c'est ça. Ça, c'est bon. Il est très, très, très radical. Lui qui va travailler plus fort et qui va faire les petits détails, ça t'es plus va penser. Ouais, c'est ça. Je sais à quoi m'attendre. Ben, c'est ça. Je me rappelle qu'il a souvent mentionné que même si ça fait 10 ans que tu joues dans LNH, il faut que toute l'équipe backexcuse pour jouer. Fait que, toi, de ton côté, c'est quoi là, ton plan d'attaque pour la prochaine année? Question de corriger cet aspect-là. Tu vas travailler avec ton coach. Là, je comprends que tu es très proche de lui. Est-ce que vous avez un plan déjà établi? Honnêtement, je suis rendu là, je sais quoi faire. On a parlé de ça toute l'année. Moi, je sais à quoi m'attendre. Moi, ça va être de jouer sur le piqué cette année, d'y prouver que je suis capable de jouer sur le piqué. J'aimerais vraiment ça. Tu es capable aussi, tant qu'à faire, j'aimerais ça jouer sur le piqué, powerplay 5 contre 5, 4 contre 4, n'importe quoi. Partout, finalement. Partout, tu peux jouer partout, toucher un peu à tout comme ça, mais que tu te rends au prochain niveau, ben, tu es capable de jouer un peu partout, il n'y a pas de problème. Là. Fait que, le plan d'attaque cette année, ça va être vraiment de mettre ma game le plus two-way possible. C'est vraiment de jouer défensivement. Faut que ça soit. Qu'est-ce qui me ferait, c'est Bruce, qu'est-ce qu'il m'a toujours dit, puis c'est quand même vrai pour vrai, c'est que plus que tu fais de faire dans ta zone, plus la POC elle va sortir vite, plus que tu vas pas passer de temps dans l'offensive. Fait que, quand tu penses à ça, c'est vrai. Là. C'est vrai. Plus tu joues dans ta zone, plus tu touches à la POC. Là. Ça te prend la POC pour sortir. Là, mais... Exact. C'est ça le plan d'attaque. Puis là, tu vas attaquer ta saison de 19 ans. Ouais. Comment tu te sens à propos du leadership au niveau de l'équipe? Toi, tu te vois-tu prendre un rôle de leadership, même si on voit souvent les 20 ans, là, mais à 19 ans, je veux dire, si ils savent que tu donnes beaucoup pour le club comme tu le fais, tu te sens comment à propos de ça, le leadership? Ben, honnêtement, oui, je suis prête parce que moi, je suis un joueur qui veut faire la différence. Là. Bruce, il dit souvent dans ses entrevues, là, je veux vraiment faire la différence pour faire gagner l'équipe. Fait que oui, je veux être un leader sur la patinoire, dans les pratiques, tout ça. Moi, je suis plus le genre de personne, de joueur qui lead sur la patinoire que. Par exemple, oui. Ouais, je ne suis pas nécessairement le joueur qui parle le plus dans la chambre, qui va se lever et qui va faire un speech. Là. Moi, je suis vraiment plus ça à glace, tu donnes ton 100%, tu fais les petits détails. Fait que, moi, ça être vraiment ça, mon côté leader cette saison-là. OK. Puis est-ce que tu te sens en confiance avec les changements? Parce que là, j'ai vu comme quoi l'Armada a acquis des nouveaux joueurs, 2 joueurs d'une centaine de points. Je pense qu'on veut retourner en série, peut-être même aller loin. Est-ce que tu te sens en confiance avec ce qu'on a fait comme mouvement?
Ouais, moi, je suis vraiment content. On va avoir des bonnes lignes, des bons joueurs. Moi, je suis content de jouer. Je vais pouvoir avoir la chance de jouer avec au moins un bon joueur. Là, fait que, Ouais. vraiment bon joueur. Je dirais, un gars qui fait ça dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est Ouais. du point, là. Fait que, Ouais, c'est excellent. c'est ça. Fait que, moi, je suis super content. On va avoir une bonne équipe. On va avoir un bon défenseur qu'on a été chercher là, des Islanders, là, Charlottetown. Non, on était allé chercher Takadi Batter, je pense. Je m'excuse, moi j'ai vu noter 2 gars que vous avez été chercher. Ouais, c'est on a des été chercher un attaquants. autre bon défenseur, puis Patrick Gay, Josh Norman. Fait que, nous autres, on va faire une bonne petite run. Notre but, c'est de faire une bonne petite run en playoff, puis gagner la coupe contre les équipes veulent, là, mais ça serait vraiment le fun. Fait que, Ça serait le fun, ouais. Ça serait le fun de vous rendre plus, parce que ça fait 2 années d'affilée que vous faites les séries. ouais. J'ai une question peut-être plus anecdotique, mais au moment où tu as été à Philadelphie, Philadelphie est une ville renommée, entre autres, pour son héritage de boxe et de violence. Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore au niveau de l'organisation, cette espèce de mentalité-là qu'il faut s'imposer par la robustesse? Honnêtement, je pense que c'est plus rendu la vitesse, puis de jouer hard, puis moi, je pense plus que c'est rendu 2022, là. OK. Jouer vite, là. Ils veulent vraiment jouer vite, puis Torts est arrivé, c'est vraiment d'être hard, de finir ses mises en échec, oui, mais c'est vraiment de jouer plus rapidement, parce que la Ligue nationale, à cette heure, on le sait, c'est vraiment rapide. Ouais, ça patine. Je pense plus que c'est rendu comme... je pense plus qu'ils veulent qu'il y ait de 50 batailles par game, là, je pense qu'ils veulent plus qu'on joue vite. Je me disais, le coup de bâton d'en face, peut-être que pour eux autres, c'était pas si grave. Que ouais, ils ont aimé ça. Ils l'ont vu, là, faudrait... T'as monté de 3 rounds à cause de ça, là. OK. Puis sinon, une question d'un abonné, puis là, moi, je m'y connais zéro, puis une barre, mais il te pose la question. Il dit, si, mettons, tu n'avais pas anticipé faire une carrière au niveau du hockey, est-ce que tu aurais été tenté de faire une carrière au niveau du golf? La rumeur veut que tu as un handicap de 3. Ça a l'air que c'est bon. Moi, je sais pas ce que je viens de dire là. Mais il dit que tu as un bon drive, puis que tu as un handicap de 3. OK, tu joues solide au golf, là. Ouais, je joue au golf, mais j'ai pas un handicap de 3, mais j'ai un handicap de, je pense, 8. Avec... Ouais. Moi, ce que j'ai lu, moi, c'est que les professionnels, c'est 0, puis quand t'es bof, c'est genre 20-25. Fait que je l'assume que 8, ouais, c'est moi, c'est à peu près 8, là. Je joue à peu près 79-80, là. Des fois, je casse plus le 80, là, mais... ouais, c'est à peu près 8, là, mais... avec un peu de travail... J'aime bien ça, le golf. J'aime bien ça. Je suis membre d'un terrain, là. Oh. Moi, je m'entraîne le matin à 7h45. Puis après ça, je joue au golf ou 2-3 fois semaine, j'embarque sur la glace, mais sinon, les autres jours, je joue au golf. Fait que, OK. Okay. Mais oui, j'aurais aimé ça, là, jouer au golf, mais pas autant que l'hockey, j'aime pas ça autant que l'hockey, mais c'est un beau deuxième sport. J'imagine, oui. Écoute, moi j'ai fait le tour de la question. Émile, as-tu une question? J'ai une dernière Vas-y. question. Tu t'es-tu fait poser des questions un peu genre funky par des recruteurs? Tu sais, genre, ce serait quoi ton super pouvoir? C'est quoi de même, non? Je sais pas, je me souviens plus, mais je pense pas. Là. Je sais qu'il y a... S'il y a rien qui t'a marqué, là, ça je sais qu'il y a un entrevue que c'était vraiment drôle. Là, c'était avec le recruteur de Avalanche, Colorado. Ça, écoute, c'était vraiment drôle. Là. Cette entrevue-là, là, je suis allé dîner avec à Cage au Sport. Puis, c'était supposé durer peut-être 30 minutes. Je pense que on est resté 1h15 à s'asseoir, à jaser. À la fin, on parlait de golf. On parlait même plus de hockey. On parlait de golf parce que lui, c'est un joueur de golf. Fait que cette entrevue-là, c'était vraiment drôle. Là. Puis, il avait appelé mon agent après, puis il avait dit ouais, je savais pas qu'il était drôle, ce gars-là. Je savais pas qu'il qu'il faisait des jokes de même. Fait que là, il me disait, il disait à mon agent, moi, je le vois sur la glace. Il a un petit slashing ici, c'était là, puis il patine, puis ça joue plus féroce, mais j'arrive en dehors de la glace, puis le gars, il fait des jokes, puis tout. Je trouvais ça drôle. Mais... OK. C'est sympathique, honnêtement. C'est une rencontre qui est plus agréable que juste des questions de hockey. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce qu'il te pose 15 questions, puis après, il s'en va. Là, c'est un peu, c'est frat, c'est plate. Je me demande si ça a bien été, ouais. Là, tu le savais, là. Ouais, là, je savais que ça avait bien été. Le gars, il reste 30 minutes de plus, fait que c'est drôle.
C'est super. Ben écoute, encore une fois, je te félicite, première des choses, pour t'avoir fait repêcher par les Flyers de Philadelphie. Franchement, si pour les Flyers, c'est un choix de 4e, 5e ronde, tu gardes ça dans ton mind puis tu travailles dans ce sens-là, peu importe où tu as sorti, c'est quand même un très beau rêve d'enfant que toi, tu vas avoir la chance de vivre. Je tiens à dire un gros merci de nous avoir dédié de ton temps également. Écoute, t'es le bienvenu si jamais tu veux revenir sur le show, ça va nous faire plaisir. Merci à vous, les boys, merci. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une belle soirée, Alexis. Hein. Merci vous aussi, boys. Yes. Puis, comment ça s'est passé l'entrevue, mon cher Émile? Écoute, c'est une des personnes les plus sympathiques que j'ai vues. Aucune malice, il n'est pas monté sur un nuage, lui. Je parle encore au gars qui était cadet, là. Je veux dire... Non, c'était malade. Mais c'est un jeune qui il est très accessible. Il aime ça amener un belle ambiance. Déjà, ça, c'est toujours agréable dans une équipe. Ouais. Mais il est aussi mature dans sa réflexion parce que il voit ses forces, il voit ses faiblesses. C'est comme ça qu'il va s'améliorer le plus. Puis, en tout cas, moi, à mes yeux, je pense que c'est un jeune qui, s'il travaille dans le bon sens... Beaucoup de potentiel. Ouais. Moi, assurément. Puis, tu sais, le shot, là, j'ai lu qu'il y a un shot déjà niveau LNH. Ouais, j'avais lu ça aussi avant le podcast, mais là, je savais pas... C'est-tu vrai, c'est pas vrai? Puis là, il nous confirme que tout le monde... C'est bel et bien. Tout le monde le dit dans LNH. Fait que je veux dire, moi, je suis pas placé pour le dire, mais si on le dit à Philadelphie... Si des recruteurs professionnels le pensent, c'est que probablement ils vont être capables d'être dans ce sens-là. All right, Émile, un très, très gros merci d'avoir participé au show de ce soir, mon cher. Écoute, on se tient au courant. Bonne soirée à toi. On s'écrit. Bye bye. Et puis sinon, pour vous à la maison, je tiens à vous dire un immense merci d'avoir regardé ce podcast-là en compagnie de Alexis Gendron, qui va jouer avec l'Armada de Blainville-Boisbriand cette année. On a des grandes ambitions au niveau de l'Armada, fait que c'est une saison qui va être assurément à suivre. Et puis sinon, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes. En l'occurrence, on est présent sur Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, name it, on est un peu partout. Alors, je vous invite à aller vous abonner là. D'ici là, je vous dis encore une fois, merci d'avoir regardé l'émission aujourd'hui et on se reparle très prochainement. Bye bye.